J'ai 3 questions à vous poser. La première, quelle est selon vous la raison la plus scandaleuse pour laquelle on a déjà condamné à mort une femme en France ? La deuxième, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre de votre corps et de vos choix ? Et enfin, à qui appartient réellement aujourd'hui le corps des femmes ? Mais d'abord, tout le monde sait jouer à cache-cache. Tout le monde, sauf Moumout. Moumout, c'est un mammouth adorable créé par Christine Beguel et Hervé Le Goff, qui, comme tous les mammouths de son âge, aime jouer à cache-cache avec ses amis. Problème, Moumout ne sait pas jouer à cache-cache. Ses dimensions monstrueuses l'empêchent à tout moment de trouver un coin pour se cacher. À peine qu'il dissimule ses yeux, que son corps reste à la vue de tous. Le jeune mammouth déborde de créativité pour chercher des endroits où disparaître, mais rien n'y fait. Pimpon et Tulipe s'en mêlent, tentent de l'aider à trouver des éléments de décor suffisamment grands pour cacher le pauvre Moumout. Malheureusement, même quand celui-ci parvient à se cacher entièrement, il ne peut réfréner un petit rire qui trahit sa position. Hihi, mout mout. Et comme tout le monde est en train de se demander si je ne suis pas en train de faire un énorme burn-out militant en direct sur la chaîne, je tiens à vous rassurer, tout ceci a un sens dans la narration de cet épisode. On va entrer dans le vif du sujet dans un instant, mais avant toute chose, je tiens à vous rassurer sur un point. D'ici la fin de l'épisode, vous saurez comment tout se termine pour Moumout. Il y aura des spoils du coup. Emily Hayashi est une japonaise diplômée en littérature française qui s'est installée en France en 1999 pour parfaire son français et passer un second diplôme de graphisme cette fois-ci. Elle est rapidement repérée par les éditions Nathan qui décident de publier ses 2 séries de livres pour enfants intitulées Regarde et Promenade. Ses créations sont canon, vraiment canon. C'est joli, ça brille, ça bouge, c'est parfaitement adapté pour les enfants de moins d'1 an afin de leur permettre de créer un lien très fort avec l'objet livre dès leur plus jeune âge. Bref, ma collection est presque complète et si vous avez de jeunes enfants vous-même, je vous les recommande grandement. Ces livres que je viens de vous citer ont toutefois une particularité de plus en plus partagée par de nombreux livres pour enfants. Ils proposent des représentations non traditionnelles de la famille, permettant aux nouveau-nés qui auraient 2 mamans, 2 papas, simplement une maman ou simplement un papa, de pouvoir s'identifier et se reconnaître à des personnages. Une évolution importante dans le milieu de la littérature jeunesse, qui n'a pas tant d'intérêt financier que ça à suivre cette direction des mouvements sociaux progressistes, puisque ces formes atypiques de famille, certes en constante augmentation ces dernières années, ne représentent pas non plus une énorme part de marché. Et pourtant, ces récits, bien que de plus en plus faciles à dénicher, parfaitement innocents et totalement identiques à ceux qui jalonnent la littérature jeunesse et qui représentent des structures familiales dites plus traditionnelles entre guillemets, soulèvent régulièrement des polémiques ou sont sujettes à des accusations dont on a désormais tristement l'habitude en wokisme. Des récits on ne peut plus anodins, accusés de servir un agenda politique. Et même si on connaît ces polémiques par cœur, force est de constater que ces attaques absurdes sont devenues le lot des artistes qui cherchent à représenter la diversité de notre société dans tout son ensemble. À l'époque où Jean-François Copé était président de l'UMP et ne mangeait pas de pain au chocolat, ce dernier avait ouvert la boîte de Pandore en déclenchant un scandale autour du livre Tous à poil, assez médiocre, il est vrai, puis des associations de parents lui ont emboîté le pas en affirmant que certains ouvrages jeunesse seraient des chevaux de Troie cherchant à défendre la théorie du genre. L'expression théorie du genre est une expression très négative qui devrait être remplacée par gender studies. C'est généralement cette expression qui est utilisée pour décrédibiliser les travaux qui sont faits sur le genre en sciences sociales. Le sociologue amateur Cyril Hanouna ajoute de l'huile sur le feu en partageant l'indignation d'un tweetos au sujet d'un ouvrage parlant de la masturbation infantile et du fait que cette pratique n'a rien de honteuse mais doit être pratiquée quand on est seul. Voilà. Pas beaucoup. Je viens de me balader à la Fnac, c'est Johan Power Media, et je tombe sur ça, ce livre est destiné. Olivia aime bien ça, dans sa chambre elle se repose en caressant sa zézette. Ah ouais quand même. Voilà ce qu'on apprend à des enfants de 5 ans, stoppons cette folie pervers. Moi ça me choque, voilà je le dis, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Johan, C'est quoi la question ? Qu'est-ce que vous dites, c'est scandaleux ? C'est scandaleux. Oui. Un livre destiné aux enfants de 5 ans, parfaitement cohérent avec les données de la science, qui rappelle que les enfants découvrent la masturbation entre 2 et 3 ans. Le fait de se toucher est un acte banal pour les enfants qu'ils doivent rapidement apprendre comme étant des pratiques intimes réservées à un cadre privé.
L'album Rose, bleu et toi s'adresse aux enfants de 6 ans et dresse un portrait des stéréotypes qui touchent les petits garçons et les petites filles, tout en les enjoignant à se développer selon leur propre goût et leur propre volonté. Un ouvrage qui n'est pas du tout passé aux États-Unis, où il s'est trouvé censuré pour promotion de la théorie du genre, entre guillemets, et qui a contraint la dessinatrice québécoise à se justifier. Ces pratiques assez inquiétantes ne datent pas d'hier et ont entraîné des contre-réactions intéressantes. Le site Actualité, par exemple, a consacré un long dossier sur la censure des livres pour enfants que je vous recommande. Il cite 2 initiatives ayant vu le jour ces dernières années pour lutter contre ces nouvelles formes de censure. La Banned Books Week, pour commencer, est un événement annuel organisé par l'Association des libraires américains avec l'appui d'Amnesty International, attirant l'attention du public sur des œuvres jugées problématiques ou sur des auteurs bannis des livres d'histoire de l'art. Et avant de lire absolument n'importe quoi dans la section commentaires de cette vidéo, non, cet événement ne partage pas de livres faisant la promotion de quelconque crime. Actualité partage ensuite une initiative de la BNF datant de 2019 proposant une exposition sur le thème de la littérature jeunesse intitulée « Ne les laissez pas lire quand la littérature jeunesse fait polémique ». Un débat éternel au sujet de ce dont on ne devrait pas parler aux enfants, mais qui ne concerne pas que des livres parlant de sexualité ou de genre. Le reste de l'Europe est également concerné. En 2022 par exemple, l'extrême droite hongroise explose de rage et tente de censurer un livre de contes pour enfants, cherchant à être aussi inclusif que possible et à représenter des héroïnes lesbiennes, des familles monoparentales, etc. La France est loin d'être en reste, pour ne prendre qu'un seul exemple. En 2014, le petit récit absolument inoffensif « Jean a 2 mamans » provoque la colère du Figaro et d'associations parentales pour des raisons absolument absurdes. Des raisons absurdes vraiment ? Ou plutôt particulièrement cohérentes avec les paniques bourgeoises de l'époque. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel la bourgeoisie s'entend systématiquement, c'est celui-ci. La famille traditionnelle doit absolument être protégée. L'évolution de notre société propose aux jeunes femmes à rejeter les injonctions patriarcales à la féminité, au rôle de femme au foyer ou même à la maternité par exemple. Et ça explique en grande partie pourquoi autant d'attaques sont adressées à des œuvres pour enfants quand celles-ci s'éloignent des modèles familiaux stéréotypés et sexistes. On retrouve des propos similaires à ceux tenus par les Sud-Coréens à l'encontre du féminisme en France. Les féministes pousseraient les femmes à devenir électives, à faire carrière. Elles seraient responsables de la misère sexuelle supposée des hommes et de la baisse de la natalité. Chacune de ces polémiques est l'occasion pour les conservateurs de continuer à mettre de la pression à l'encontre des éditeurs pour les contraindre à abandonner leurs projets de publication inclusive, car celle-ci s'attaquerait à l'image conservatrice de la famille. Et pour protéger l'image de la famille traditionnelle, les femmes doivent à tout prix rester à leur place. Je crois qu'il faut qu'on parle. Le 23 février 1939 est créé le Haut Comité à la Population par Édouard Daladier, chargé de s'occuper de la question de la famille dans un contexte tendu avec l'Allemagne, quelques mois avant l'entrée en guerre de la France. Albert Lebrun est président de la 4e République et constatant une augmentation des affaires d'avortement jugées en justice en 1939, donne le champ libre à Daladier pour commencer à préparer une politique nataliste que Pétain, son futur successeur, utilisera comme base pour sa propagande. On estime le nombre de procès pour avortement à 90 rien que durant le premier semestre de l'année 1939. Ce chiffre grimpe à 277 au deuxième et explose les plafonds au dernier trimestre, dépassant les 500 cas. La loi est répressive et face à la multiplication des condamnations, Daladier enjoint tous les ministères de France à se doter de moyens pour endiguer le phénomène. C'est dans ce contexte que le 29 juillet 1939 est promulgué le Code de la famille, dont les articles 82 à 92 concernent les faits d'avortement en France. Le ton se durcit largement, voici quelques extraits. Article 82. Quiconque, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans de prison et d'une amende de 500 francs à 10 000 francs. Article 87. Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale,
soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de 2 médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près du tribunal civil, qui après examen et discussion attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les 2 autres conservés par les 2 autres médecins consultants. Article 90. Les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent. Citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine. Une fois Pétain au pouvoir, la loi se durcit encore. Ainsi, un décret datant du 1er septembre 1941 exclut la possibilité d'un sursis en cas de condamnation pour avortement. L'avorteuse y est alors plus sévèrement punie que l'avorté. Puis, comble de l'horreur, la loi du 15 février 1942 définit l'avortement comme, je cite, un crime contre la sûreté de l'État. Les faits sont désormais passibles de la peine de mort. Fort heureusement, en 1942, malgré la sévérité de la loi, aucune accoucheuse n'est condamnée à la peine capitale. La presse de l'époque se fait le relais de ces décisions sans les questionner, et la propagande anti-avortement est en marche. Les avorteuses sont perçues comme des traîtres à la nation, une chasse aux sorcières est organisée. L'avortement y est parfois décrit comme plus mortel que la guerre elle-même. Dans le même temps, Pétain organise sa propagande nataliste et de nombreuses affiches ramenant la femme à son seul et unique rôle de mère pullulent dans les villes. Et puis, dans ce contexte, Marie-Louise Giraud. Marie-Louise Giraud est née le 17 novembre 1903 à Barneville dans la Manche, d'une famille défavorisée ayant vécu en banlieue de Cherbourg. Elle est mère de 2 enfants et enchaîne les boulots mal payés de domestique, femme de ménage puis blanchisseuse. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle décide de récupérer des logements laissés vacants par des soldats pour y héberger les personnes dans le besoin. Parmi ces oubliés de la guerre, des mutilés, des veuves, mais aussi des prostituées. Elle se retrouve très rapidement confrontée à des situations inextricables. Certaines prostituées tombent enceintes contre leur gré, parfois suite à des viols. Des femmes apprennent le décès de leur compagnon sur le front. Bref, une série de grossesses non désirées ou qui finissent par le devenir et qui provoquent un sentiment de détresse profond de la part des femmes enceintes. En 1940, une de ses amies cherche à se faire avorter. Elle décide de se renseigner auprès d'une sage-femme sur les méthodes les moins dangereuses pour l'y aider. Cet acte lui sauve la vie, elle lui en est reconnaissante, et dès lors, Marie-Louise Giraud décide de venir en aide à toute femme faisant appel à elle. On ne sait pas exactement combien d'avortements elle réalisera alors, mais c'est le nombre de 27 que l'histoire retiendra, et nous verrons ensemble dans quelques minutes pourquoi. Personne ne semble faire attention à ses actions, aussi Marie-Louise Giraud continue d'avorter des femmes qui viennent lui demander de l'aide. Malheureusement, les conditions peu médicalisées de ces avortements entraînent le décès d'une de ses patientes des suites d'une infection qui s'aggrava en septicémie 2 semaines après l'intervention. À l'hôpital où elle décède, les médecins réalisent ce qu'elle a subi et décident de prévenir les autorités. Après plus d'1 an d'enquête, Marie-Louise Giraud est arrêtée à Cherbourg en octobre 1942 et son procès express ne se déroulera que sur 2 journées, les 7 et 9 juin, au tribunal d'État de Paris. Le président et l'avocat général reprennent la propagande nataliste menée par le maréchal Pétain, décrivent l'accusé comme profondément immoral, on lui reconnaît avoir pratiqué 27 avortements, puis le verdict tombe. Condamné à mort. Dans une lettre adressée au maréchal Pétain où elle implore sa grâce, son dernier recours, elle fera part des conditions inéquitables de son procès, préparé à la va-vite, durant lequel elle n'eut aucune chance de se défendre correctement. Le maréchal Pétain répond à sa demande par la négative. Le 30 juillet 1943, elle sera guillotinée par le bourreau Jules-Henri Desfourneaux dans la cour de la prison parisienne de la Petite Requête. Dans la lecture de sa condamnation, on peut y lire que Marie-Louise Giraud a été condamnée à mort pour l'exemple.
Avec Désiré Pioche, guillotiné lui le 22 octobre 1943 pour avoir pratiqué 3 avortements, ils seront les 2 seuls citoyens français à avoir été condamnés à mort pour le motif d'avortement. Il faut attendre 1988 et l'adaptation au cinéma du roman Une affaire de femme par Claude Chabrol pour que cette histoire soit réellement connue du grand public. En 2008, Valentine Gobi retrace une partie de son histoire dans son ouvrage Qui touche à mon corps, je le tue. Malgré ces 2 œuvres, l'État français ne s'est jamais officiellement excusé de ces assassinats. De ce fait judiciaire intolérable pourrait démarrer notre réflexion. L'État a-t-il le droit d'exiger quelconque tribut de la part des femmes ? A-t-il le droit de voter des lois sur ce que les femmes peuvent et doivent ou non faire de leur corps au nom de la démographie ? Le corps des femmes est-il une propriété politique ? Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Et si c'est la question de l'avortement qui va nous intéresser pendant le prochain chapitre, il va falloir néanmoins très rapidement étendre notre champ de réflexion, car il semblerait bien que le corps des femmes est en train de leur échapper. Nous disposons de peu de données permettant de connaître avec précision les conséquences d'avorter ou de faire avorter durant le Moyen-Âge. L'Église interdit cette pratique naturellement, mais difficile d'obtenir des données fiables concernant les cas jugés et sanctionnés. On sait en revanche avec certitude, grâce aux travaux de Mona Chollet et de Silvia Federici, que certaines accoucheuses étaient condamnées à mort au motif de sorcellerie. Sous l'Ancien Régime, l'avortement était strictement défendu et passible de peine de mort pour la femme et pour l'accoucheuse. La Révolution française met un terme à l'Ancien Régime et malgré ses velléités humanistes, elle inscrit dans son code pénal en 1791 le premier texte séculier sanctionnant l'avortement. Quiconque sera convaincu d'avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens procuré l'avortement d'une femme enceinte sera puni de 20 années de fer. Sous le règne de Napoléon, un nouveau code pénal plus complet est publié et ce dernier fait également état de sanctions lourdes où l'avortement est encore considéré comme un crime. Quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet si l'avortement s'en est ensuivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Ces lois criminalisant l'avortement resteront en vigueur pendant plus de 100 ans sans qu'elles ne soient jamais revues. Au XXe siècle, alors qu'on aurait pu espérer une évolution positive des mentalités sur le sujet, c'est précisément l'inverse qui se produit. L'année 1920 voit la justice française aggraver encore la répression de l'avortement. Ces lois ont 2 fonctions. Combler le trou démographique provoqué par la Première Guerre mondiale et relancer la natalité plus faible encore que ses ennemis historiques, l'Allemagne et l'Angleterre. 3 ans plus tard, en 1923, l'avortement n'est plus considéré comme un crime, mais comme un délit, entraînant jusqu'à 5 ans de prison. Ce changement législatif n'a pas pour vocation à desserrer la tenaille autour des droits des femmes, bien au contraire, mais à permettre de faire juger les cas d'avortement par un jury de magistrats et non par la cour d'assises, afin de rendre la justice encore plus rapidement. En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, la loi se durcit encore plus sévèrement et les sanctions sont de plus en plus nombreuses et sévères. La loi dite des suspects prévoit l'internement en psychiatrie en parallèle d'un jugement au tribunal réservé à la femme qui a accouché et à celle ou celui qui l'y a aidé. Puis, le régime de Vichy, la propagande nataliste, les 2 condamnations à mort pour avortement et finalement, dès la Libération, l'abrogation de la loi condamnant à mort les femmes qui avortent et celles et ceux qui les aident. Pour autant, malgré cette avancée évidente, l'avortement restera interdit en France pendant encore plusieurs décennies. En 1946, par exemple, 5251 condamnations pour avortement seront prononcées en France. Malgré l'essor du birth control venu d'Angleterre, la France garde des wagons de retard.
dans les années 1950, des militants d'une organisation qui donnera plus tard le planning familial doivent faire face à une hostilité croissante des catholiques et des communistes français qui, après avoir pourtant envisagé une dépénalisation de l'avortement, reviennent en arrière et mettent en avant la nécessité d'une politique nataliste. Et quand on dit politique nataliste, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas réellement ce dont il s'agit. Quand on parle de politique nataliste plutôt que de contrôle du corps des femmes, on a comme l'impression que ces décisions politiques ne font aucune victime. Mais le temps passe et des enquêtes sortent régulièrement pour poser la question aux Français, mais surtout aux Françaises, de ce qu'ils et elles pensent de l'avortement d'une part et des moyens de contraception d'autre part. En 1965, la question de la contraception devient même absolument centrale lors de la campagne présidentielle. Quelques députés tentent en vain de déposer des amendements permettant de revenir sur la criminalisation de l'avortement, en vain. Mais ça, on reviendra dessus dans la 4e partie. Car avant, il y a un point essentiel et méconnu qu'il faut qu'on aborde ensemble. Parce que si je vous disais que malgré ces interdictions qui ont couru jusqu'à la loi Veil de 1975, l'État français a organisé dans le même temps et dans la plus grande discrétion une série d'avortements et de stérilisations sur une partie de ses citoyennes. Si je vous disais qu'en plus de décider à la place des femmes de leurs droits reproductifs, l'État français, alors que l'avortement était totalement criminalisé en métropole, ne s'est pas privé pour organiser de son côté un nettoyage ethnique dont les femmes et leurs fœtus allaient être les victimes. Avant de parler de ce scandale d'État qui s'est déroulé dans les années 60 et 70, il convient de rappeler que la lutte pour le droit à l'avortement en métropole française fut une lutte de longue haleine, houleuse, ponctuée de violences à l'encontre des militantes féministes de la première vague, et qui a fini par trouver une issue favorable aux dépens d'un inconcevable parcours de la combattante. Cette partie est rédigée grâce à l'incroyable travail de recherche du site Woman's World. On peut démarrer en 1963 avec un ouvrage qui a énormément fait parler de lui à sa sortie. La vérité sur l'avortement est un écrit d'Anne-Marie Rollier dans lequel elle décrit les effets néfastes des avortements clandestins. Infection, mortalité infantile et de la mère, dépression, d'autant plus que, selon l'autrice, 83% des avortements clandestins sont pratiqués par des personnes incompétentes pour pratiquer ce geste. Son ouvrage fait son effet, mais n'est malheureusement suivi d'aucune considération politique sérieuse. 2 années plus tard, une enquête de Katia Kaup pour le Nouvel Observateur met en cause l'État français pour son inaction législative. En l'absence de législation de l'avortement, les femmes avortent dans des conditions catastrophiques et dangereuses. Peu à peu, le tabou se lève au sein de la société, mais les débats restent encore centrés sur l'accès à la contraception. Il faut attendre 1966 pour que Lucien Neuwirth, alors député de l'UDF, nous propose pour la première fois de notre histoire une loi à l'Assemblée nationale ayant pour but d'abroger la loi de 1920 interdisant l'accès à la contraception en France. La loi est examinée 1 an plus tard, houleusement critiquée par ses collègues, amendée plusieurs dizaines de fois avant d'être enfin adoptée en 1967. Acte volontaire ou acte manqué, la publication du décret tarde à sortir, les médias ne communiquent presque pas sur le sujet, la pratique de la contraception dans les mœurs tarde à traverser la société française. L'accès légal à la contraception servira de levier pour discuter enfin de l'avortement. L'argument présenté est le suivant. Maintenant que la contraception est un droit acquis, quid des grossesses non désirées survenues dans des cas où les méthodes contraceptives ont échoué ? De plus, accéder à la contraception ne règle en aucun cas la question des conditions des avortements clandestins. La tâche aveugle devient visible de toutes et de tous. Les discussions à l'Assemblée nationale au sujet de l'avortement tournent court, systématiquement qu'elles sont entamées. Mais pendant que la vie politique s'enlise dans des élucubrations, les Françaises et les Français évoluent peu à peu sur le sujet. Les partisanes du FMA, devenues MLF, sont de plus en plus audibles, et en dépit de reportages et d'articles souvent moqueurs, l'impensé devient de plus en plus matériel et concret. Des sondages d'opinion émergent alors et seront décisifs. Ainsi, en 1970, 22% des sondés se déclarent favorables à la libéralisation de l'avortement. Le 5 avril 1971 sort alors un texte fondateur et décisif, le Manifeste des 343. Grâce à ce texte puissant, la même année, un nouveau sondage d'opinion est réalisé et désormais 55% des sondés se déclarent favorables à la libéralisation de l'avortement. Parmi les signataires du manifeste, on retrouve de très grands noms, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Catherine Deneuve, Judith Magre, Delphine Seyrig, etc. Le manifeste fait scandale, le ministère public est saisi, mais il choisit de ne pas poursuivre.
On lira dans Le Monde, le lendemain de la publication du manifeste, le journaliste André Fontaine déclarer « C'est une date dans l'évolution des mœurs. Le scandale est souvent nécessaire, hélas, pour hâter les évolutions indispensables. » En mai 1971, 252 médecins sortent à leur tour un manifeste en faveur de la liberté d'avorter, malgré les interdictions strictes et les sanctions du Conseil de l'Ordre à leur encontre. Mais malgré cette nouvelle avancée, la lutte est toujours acharnée. Le collectif Laissez-les vivre, anti-avortement, est très bruyant et s'oppose formellement à l'évolution des mœurs, bien soutenu par les partisans de la repopulation de la France, nostalgiques du pétainisme. Des campagnes sont organisées durant lesquelles le collectif incite l'État à mettre le holà définitif à toute revendication allant dans le sens de l'avortement, comparant la lutte pour la libéralisation de l'avortement à une incitation à une liberté sexuelle qui déstabiliserait les jeunes du pays. Il affirme également que le besoin d'avorter d'une femme est un besoin pathologique grave. Des arguments grinçants qui pourraient prêter à sourire aujourd'hui, mais eurent un réel retentissement, parfaitement relayé par la presse conservatrice de l'époque. Mais en novembre 1971, un procès extraordinairement important achèvera de ringardiser leurs arguments. À la barre, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, tombée enceinte de son compagnon de l'époque, majeur, et qui a subi un avortement réalisé par une secrétaire. Sa mère est également poursuivie, ainsi que 2 autres de ses collègues. Dénoncée par celui qui l'a mise enceinte, elle est représentée par l'avocate Gisèle Halimi. Les arguments majeurs de l'avocate sont les suivants. Il faut réformer la loi de 1920. Les femmes les plus aisées peuvent avorter sans risque à l'étranger, tandis que les plus modestes sont contraintes d'avorter illégalement dans des conditions particulièrement dangereuses. Marie-Claire Chevalier est relaxée. Les 3 autres femmes poursuivies seront elles jugées en novembre 1972. La stratégie de Gisèle Halimi cette fois-ci est de faire témoigner ce qu'elle appelle dans sa biographie des grands témoins, souvent des médecins qui ont accepté malgré les pressions de s'exprimer sur la nécessité de légaliser l'avortement. L'association Choisir participe au procès et propose à Gisèle Halimi une série de témoins dénonçant les inégalités entre les femmes ayant recours à l'avortement selon leurs conditions sociales. La loi n'a pas pour vocation à condamner les femmes précaires. Malgré cela, 2 des 4 prévenus seront condamnés. La mère de Marie-Claire Chevalier à 500 francs d'amende et l'avorteuse à 1 an de prison assortie d'une amende. Ce procès ultra médiatisé sera décisif dans les années suivantes. Les lois dites scélérates de 1920 et 1923 sont désormais dans le viseur. En 1973, au cours des élections législatives, les médias prennent enfin parti en faveur de l'avortement. Le président Pompidou reconnaît lui-même l'inadéquation entre la loi et l'évolution des mœurs. Des déclarations appuyées par le Premier ministre Pierre Messmer qui affirme la nécessité d'une réforme de la loi. Puis le 4 février de la même année, 331 médecins publient un plaidoyer en faveur de l'avortement, entraînant une opposition farouche. Le MLAC décide alors de pratiquer ouvertement des avortements libres dans ses centres d'accueil, suscitant les colères des conservateurs de l'époque. En mai 1973, une femme comparaît une fois encore pour avoir avorté une jeune femme de 17 ans. Les manifestations que ce procès engendre sont d'une ampleur sans précédent. L'opinion publique a définitivement tourné. Des pressions qui poussent Pierre Messmer le 30 mai à proposer une esquisse d'une nouvelle loi. Ce geste en faveur de la liberté d'avorter pousse plus de 10 000 médecins à signer un manifeste en faveur d'une conservation de la loi répressive contre l'avortement. Pierre Chonu crée dans le même temps l'Association des professeurs de lettres et sciences humaines pour le respect de la vie, afin de faire pression sur les députés en espérant que la loi contre l'avortement ne soit jamais abrogée. Son argument principal, la lutte contre la chute de la natalité. Trop tard, c'est peine perdue. Finalement, après des années de lutte acharnée et de débats houleux, la loi Veil est enfin prononcée le 17 janvier 1975. Et retenez cette date, elle est très importante. Car à l'heure où les métropolitaines peuvent enfin fêter une avancée historique pour leurs droits, d'autres femmes n'ont pas connu la même chance durant la même période de criminalisation de l'avortement. Tandis que les métropolitaines luttaient pour jouir de leur propre corps, d'autres s'en sont vues totalement dépossédées. C'est l'heure de parler de ce qui ressemble au pire scandale d'État en France de la seconde partie du XXe siècle. Pour cette 4e partie, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de l'écrivaine féministe et décoloniale Françoise Vergès au travers de son ouvrage Le ventre des femmes, publié pour sa première édition en 2017 chez Albin Michel. Et dès l'introduction, le ton est donné. En France, l'État veut que les femmes fassent des enfants.
Dans les DOM, il lance des campagnes antinatalistes agressives et retarde systématiquement la mise en œuvre des lois sociales de protection des femmes enceintes. Sans doute peut-on dire que, dans les deux cas, le corps des femmes est instrumentalisé pour les intérêts de l'État, mais il n'en demeure pas moins que la différence est cruciale de l'un à l'autre. Elle parle là des politiques natalistes en métropole des années 60 et 70 qu'on a pris le temps d'évoquer dans le chapitre précédent. Mais à quoi est-ce qu'elle fait référence au sujet des DOM ? Et si l'on peut, au vu des données analysées jusque-là, affirmer qu'en effet le corps politique s'est saisi du corps des femmes en France, à quelle différence de traitement fait-elle référence ? Les mots de Françoise Vergès sont intrigants, sensation de malaise d'autant plus intense quand quelques pages plus loin, elle écrit « Dans les colonies devenues départements d'outre-mer, la reproduction a été intégrée dans la logique du capitalisme racial. Autrement dit, les politiques de reproduction sont adaptées aux besoins de la ligne de couleur dans l'organisation de la main-d'œuvre. Le ventre des femmes a été racialisé. » Non content d'avoir la main mise sur le corps des femmes en métropole, l'État français aurait racialisé leur ventre ? Ok, je crois qu'à ce stade, on a besoin d'un petit peu de contexte pour comprendre le drame qui s'est joué à La Réunion. En 100 ans, de 1840 à 1940, contrairement aux autres départements français, dom-tom inclus, la population réunionnaise a stagné. Les taux de natalité y sont bas, les conditions matérielles d'existence n'y sont pas suffisamment bonnes pour encourager l'île à relancer sa natalité, et le sujet de la stagnation de sa démographie est même parfois évoqué dans la presse. L'isolement de l'île de la Réunion entraîné par les deux guerres mondiales n'aide pas. À partir des années 60, changement total de paradigme. La Réunion voit une nette croissance de sa population, dont la progression inquiète les autorités publiques. La pauvreté associée à cette hausse soudaine de la natalité inquiète les autorités françaises. Les Réunionnais commencent à réclamer les mêmes conditions de vie que les métropolitains qui s'y installent. La contestation sociale va croissant. Bref, tous les ingrédients sont là pour alimenter la panique. L'argument principal. Bien que la natalité ait longtemps stagné, la population était alors à l'époque déjà trop nombreuse d'après les autorités françaises, comparant la surpopulation supposée de l'île à celle des pays asiatiques agricoles, référence absolue en matière de surpeuplement. Le contraste est latent et ne tarde pas à faire réagir. Alors que les métropolitains peinent à réarmer démographiquement le continent, les insulaires, déjà à la limite selon le ministère des Outre-mer, ne peuvent dépasser le seuil atteint depuis le XIXe siècle. Une solution est alors envisagée à La Réunion, décourager les femmes d'enfanter. Une campagne antinataliste démarre alors. La propagande d'État est en marche, les éléments de langage sont bien cadrés, les femmes réunionnaises sont décrites comme ayant une sexualité débridée, hors de contrôle. Ainsi, des tracts relayant le message suivant sont massivement distribués. 1 enfant ça va, 2 ça va encore, 3 assez, ça suffit. C'est alors qu'en 1970, un fait divers fait éclater l'affaire. En juin 1970, les parents d'une jeune fille de 17 ans appellent le docteur Cerveau, médecin généraliste, catholique et président de la Croix-Rouge locale. Leur fille est dans un état comateux et saigne abondamment. Le docteur diagnostique une hémorragie consécutive à un avortement et à un curetage. Le médecin prévient la police et porte plainte contre X. L'enquête est confiée au juge d'instruction Duprat. Selon le récit de la jeune femme, elle s'est rendue à l'hôpital alors enceinte pour subir une simple opération d'appendicite. Remise en contexte. On est en 1970. À cette époque, en métropole, les condamnations continuaient d'affluer. Ce fait divers, combiné à l'ouverture de l'enquête, met en lumière ce que chacun craignait déjà. Tout le monde savait ce qu'il se passait à La Réunion. Tout le monde connaissait le docteur Moreau et ses pratiques. Déjà en 1969, le journal communiste Témoignage relatait ces faits. Le 8 décembre 1969, le journal Témoignage, organe du Parti communiste réunionnais, avance le chiffre de 8000 avortements par an pour 16 000 naissances et n'hésite pas à dénoncer une campagne d'infanticide. Un article qui, au lieu de susciter les débuts d'un scandale, a à l'inverse fait rire la presse du continent. Les chiens de garde bien dressés ont bien couvert les arrières de nos dirigeants. Un peu trop tard tout de même, les progrès de l'enquête et les fuites dans la presse ne font plus aucun doute. Le docteur Moreau règne en maître sur l'île de la Réunion, il avorte, il stérilise sans consentement de nombreuses jeunes femmes. Reste à connaître l'ampleur des dégâts. C'est alors que la Réunion est surnommée pour la première fois par le Nouvel Observateur le 30 novembre 1970, l'île du docteur Moreau, en référence au roman du même nom. Le scandale prend une toute autre ampleur lorsque des journaux réunionnais révèlent que ces pratiques n'ont pas qu'une vocation antinataliste. Peu à peu, les journaux réunionnais révèlent que des avortements auraient été pratiqués non seulement sans consentement, mais sur des femmes enceintes de 3 à 6 mois,
et qu'ils auraient souvent été suivis de ligatures des trompes toujours sans consentement. Les médecins les pratiquant auraient massivement détourné de l'argent public. Non contents de déposséder totalement les femmes réunionnaises de leur corps, de leur liberté d'enfanter, de leur propre avenir, la clinique semble avoir mis au point un système de fraude à grande échelle ayant entraîné des pertes de l'ordre de 100 millions de francs pour la sécurité sociale. L'aspect technique de la fraude n'est pas le sujet qui nous intéresse, sachant en quelques mots que l'arnaque consistait à faire passer les actes d'avortement et de stérilisation pour des actes chirurgicaux bénins. L'ampleur de ces violences faites sur le corps des femmes réunionnaises commence à se dessiner. Le système rapporte aux médecins des sommes considérables. Un médecin de la clinique de Saint-Benoît aurait reçu 100 millions CFA en remboursement pour la seule année 1969. Encore pour la seule année 1969, la Sécurité sociale aurait remboursé à la clinique de Saint-Benoît près de 3000 hospitalisations, dont 1018 en gynécologie, parmi lesquelles 524 curetages, alors que la clinique ne compte que 79 lits. Ces chiffres donnent déjà une idée de l'ampleur du nombre de curetages déclarés par la clinique. C'est beaucoup trop grave. L'affaire, instruite depuis quelques années, débouche sur un procès. Comment une clinique dirigée par un homme décisionnaire a pu, en pleine période de pénalisation de l'avortement dans la métropole française, agir ainsi à sa guise, avorter des femmes parfois jusqu'à leur 7e mois de grossesse, comme quoi l'appellation d'infanticide n'était peut-être pas si galvaudée, puis les stériliser de force dans de telles proportions et aussi longtemps. Par quel mécanisme le docteur Moreau a pu agir avec autant d'impunité ? Il faudra, pour répondre à cela, la tenue du procès jusqu'à des déclarations glaçantes du principal intéressé. La Sécurité sociale, le président du Conseil général m'ont donné le feu vert. Ces propos sont clairs. Le docteur Moreau a agi sur ordre d'entités gouvernementales. Tout le monde savait, tout le monde le souhaitait, et malgré des pressions politiques régulières pour rouvrir le dossier et connaître avec précision l'implication de la France dans ce scandale, on ne peut que supposer et prendre les déclarations du docteur Moreau pour ce qu'elles sont, des accusations gravissimes dont on espère un jour une transparence de l'État. Lors de son procès, le docteur Moreau et les autres médecins de sa clinique seront tous relaxés. Quant aux quelques victimes qui ont porté plainte, elles se verront déboutées de leur demande et contraintes de payer l'intégralité des frais de justice. Comble de l'ironie, la Cour condamne l'État à indemniser les maris des plaignantes pour la perte du fœtus de leurs femmes. Mais ces femmes, elles, avortées de force, parfois stérilisées, ne recevront rien. Et si vous pensiez avoir entendu le pire, prenez une petite pause dans votre visionnage, car il faut parler d'un autre sujet hallucinant ayant également frappé la Réunion de plein fouet dans l'exacte même période. L'affaire a lieu entre 1963 et 1981. Vous l'avez compris, les pouvoirs publics sont inquiets. La population en métropole stagne, celle de la Réunion croît, alors une solution inhumaine est mise en place. Pilotée par Michel Debré, cette opération d'envergure peu connue du grand public en France a arraché à leur famille plus de 2000 enfants réunionnais. Le principe, les arracher de force de leur famille pour les envoyer vivre dans des familles d'accueil vivant dans des départements métropolitains peu peuplés. Vous avez bien entendu, l'État français a, entre 1963 et 1981, légalement, arraché de force des enfants à des familles réunionnaises pour les envoyer dans des départements dépeuplés à des milliers de kilomètres de leurs racines. À qui appartiennent vos propres enfants ? Et pour revenir sur le corps des femmes, ne pensez pas que cette question est franco-française. Les avortements et stérilisations forcées sont une pratique mondiale, toujours contemporaine, qui a lieu sous nos yeux désabusée. Ainsi, la stérilisation des enfants handicapés était légale en Espagne jusqu'en 2020. Cette pratique est aujourd'hui toujours autorisée dans 3 pays membres de l'Union européenne, au Portugal, en Hongrie et en République tchèque. Cette loi autorise encore aujourd'hui le Japon à stériliser ces femmes handicapées. En 2022, 2 d'entre elles obtiennent réparation au tribunal. Le handicap qu'elles subissaient et qui ont entraîné leur stérilisation forcée, elles étaient sourdes. Aux États-Unis, les migrantes mexicaines qui attendent dans des camps d'être régularisées ou expulsées sont elles aussi stérilisées de force. Des rumeurs d'avortement forcé circulent depuis des années, peu de données fiables permettent d'affirmer s'ils existent réellement ou non. Depuis les années 90, près de 500 000 femmes autochtones au Pérou ont été stérilisées de force par les autorités du pays.
En Europe, ce sont les femmes des Roms qui subissent de telles pratiques, constituant d'après l'ONU des crimes contre l'humanité. Et la liste est longue comme le bras. Si longue que je pourrais y consacrer un épisode entier. Alors il est temps. Il est temps qu'on réponde enfin à la question. Dans un monde où les femmes peuvent être avortées de force ou stérilisées sans leur consentement sur chaque continent, est-il encore cohérent d'affirmer qu'elles sont les seules à pouvoir décider de ce qu'elles peuvent faire ou non de leur corps ? À qui appartient réellement le corps des femmes ? La lutte pour les droits reproductifs des femmes a été tellement longue, houleuse et d'envergure qu'il est dangereux de prendre ces droits pour acquis. On l'a vu, selon votre ethnicité, l'État français a organisé des campagnes d'avortements illégaux, de stérilisation et de déportation d'enfants. Le corps des femmes est un sujet politique, objectivé totalement par des pratiques déguisées sous l'appellation de politique nataliste ou antinataliste, véritables litotes ayant pour objectif de dissimuler le fait que de telles politiques font des victimes. Cela peut paraître impensable en 2024, mais une partie des députés français s'est opposée à la constitutionnalisation de l'avortement, majoritairement des députés RN. Mais pire, certains de nos élus nationaux développent de vrais discours anti-avortement. On ne va pas leur faire trop de publicité, mais voici 2 déclarations récentes venant de députés du Rassemblement national. Après avoir génocidé les enfants français en raison de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer par des migrants. L'avortement est un génocide de masse. En 2024, nos élus responsables de la promulgation de lois discutent entre eux à l'Assemblée nationale d'une restriction à l'accès à l'avortement des femmes françaises. On les retrouve parfois aux marches dites pour la vie, des manifestations régulièrement organisées par des catholiques intégristes prônant un retour à la criminalisation de l'avortement. D'autres sont moins directs, comprenant qu'il serait mal vu de se prononcer ouvertement contre l'avortement. Ils brodent autour de leur idée nauséabonde en faisant une lutte de civilisation. Selon eux, l'avortement est un drame, je cite, qui nous entraînerait vers une défaite assurée face à la guerre déclarée par les migrants qui nous remplaceraient peu à peu. Leur discours instrumentalise le ventre des femmes à des visées idéologiques. Ces élus, souvent des hommes qui ont largement passé l'âge de faire des enfants, s'organisent entre eux pour petit à petit remettre le débat sur l'avortement sur le devant de la scène nationale. Ils discutent de vos corps, de votre liberté à en disposer selon vos propres choix. Votre corps est devenu leur sujet de bataille. Récemment, Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, a déclaré que la France devait mettre en place toute une série d'actions pour relancer sa natalité, en envisageant d'ailleurs toutes les solutions sauf celles qui seraient adéquates pour y parvenir. La natalité en France est pourtant parmi les plus élevées des pays de l'OCDE, et si elle peine en effet à retrouver le même élan que lors des années 70 et 80, c'est avant tout parce que la population s'appauvrit. Plutôt que de parler de réarmement démographique faisant ainsi du corps des femmes le lieu d'un champ de bataille, pourquoi n'agit-il pas en faveur d'une amélioration de leurs conditions matérielles d'existence ? C'est qu'il est bien plus facile de rogner sur les droits d'une minorité, car oui, les femmes sont une minorité dominée par les hommes au sens sociologique, plutôt que d'incarner une politique sociale dirigée vers le bien-être de ses citoyens. Ce discours d'Emmanuel Macron montre que l'enjeu démographique est avant tout, dans sa bouche, l'occasion d'inciter les femmes à faire des enfants, qu'elles en soient capables ou non matériellement, plutôt que d'améliorer leurs conditions de vie. Pour notre président de la République, le corps des femmes est un moyen et une fin. La responsabilité de l'avenir de la France est déportée sur votre ventre. Plus inquiétant encore, cette idéologie nataliste est largement partagée par les partis politiques conservateurs et identitaires qui font du corps des femmes l'enjeu principal d'une soi-disant guerre de civilisation. Mais comble de l'ironie, pour ces politiques, les femmes devraient faire des enfants, mais ne devraient pas en faire dans n'importe quelles conditions. Elles doivent rester à leur place. Passons sur les discours nauséabonds anti-métissage que je ne citerai même pas car on a entendu assez d'horreurs comme ça dans cet épisode, pour aller sur un terrain que nous avons évoqué en introduction, qui a pu alors vous paraître étonnant voire hors sujet, mais qui va trouver à la lumière de ces 4 premiers chapitres toute sa résonance. Les lois sur la légalisation du mariage homosexuel et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes cis ont entraîné des contestations sociales inédites
organisé autour de la très puissante association La Manif pour tous. En s'opposant à ces deux lois spécifiquement, bien qu'on pourrait en citer d'autres, qu'est-ce que ces manifestants, soutenus par des personnalités politiques très influentes et parfois élues, ont envoyé comme message ? Premièrement, les femmes et les hommes ne devraient pas jouir des mêmes droits lorsqu'elles et ils sont lesbiennes ou homosexuels. Leur volonté affichée était claire. L'État doit les priver des mêmes acquis de protection sociale dont les personnes hétérosexuelles bénéficient. Et deuxièmement, la PMA ne devrait être ouverte qu'aux femmes en couple avec des hommes. En prônant une vision traditionnaliste et conservatrice de la famille, soi-disant au nom de la protection des enfants, les femmes célibataires et les femmes lesbiennes ne devraient pas être autorisées à faire des enfants. Formulons-le autrement pour que tout cela colle avec la thématique de ce troisième dossier. Les célibataires et les lesbiennes ne devraient pas être décisionnaires de leur maternité. C'est eux qui décident, eux qui incitent, eux qui interdisent, eux qui découragent, eux qui, dans leur grande mansuétude, vous accordent, quand la pression populaire est trop forte, des droits pourtant élémentaires, et eux qui, en temps de crise, décident de reprendre la main sur vos ventres et engagent des politiques natalistes en instrumentalisant votre fertilité. Il faut que les femmes fassent des enfants à condition qu'elles soient blanches, françaises, en couple, hétérosexuelles. Votre ventre, c'est l'avenir de leur dystopie. La condition sine qua non de la continuité de leur civilisation cauchemardesque. Et n'ayez aucun doute sur ce point. En période de crise, les immigrés et les femmes sont les seuls qui perdront leurs droits. Sans l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, jamais je n'aurais rencontré l'un des plus bels êtres humains de cette terre. Des milliers de femmes auraient été contraintes soit de tirer un trait sur leur envie d'enfant, soit de dépenser des sommes d'argent absurdes pour bénéficier des mêmes droits que les autres femmes à enfanter, au gré d'allers-retours épuisants dans nos pays voisins plus avancés. Et l'exemple des États-Unis doit nous maintenir en alerte. Ils ont le pouvoir de décider de l'accès à l'IVG. Ils ont le pouvoir de restreindre ce droit. Ils ont le pouvoir de vous l'ôter, définitivement. Et sachez qu'il n'est pas nécessaire de traverser l'Atlantique pour assister à un tel recul. Malte et la Pologne, pourtant deux membres de l'Union européenne, interdisent l'accès à l'IVG à leurs femmes, hors certains cas exceptionnels décidés par les gouvernements. En Irlande, hors cas médical strictement défini, l'avortement est interdit. Bien que les femmes avortent librement en Allemagne, le code pénal allemand le leur interdit toujours. Au Portugal, en Espagne, en Hongrie, en Slovaquie, l'accès à l'avortement est de plus en plus restreint depuis les années 2010 et je n'ai fait qu'effleurer la question de l'avortement en Europe. Le corps des femmes est instrumentalisé par nos gouvernements. Il l'a toujours été, il le sera toujours, à moins qu'un renversement brutal des tables ou qu'une révolution féministe d'ampleur n'achève enfin d'ancrer dans nos têtes que les femmes sont des citoyens comme les autres et qu'aucun homme au monde n'a le droit de leur contester leur liberté. Si vous êtes un homme, quelle que soit votre sensibilité politique, sociale ou religieuse, tenez-vous du bon côté de l'histoire. Et puisque je ne peux pas vous laisser sur une note aussi négative, je vais répondre à la question que vous vous posez tous et toutes, très certainement la question qui fait que vous êtes encore là à la fin de cet épisode qui devrait durer une 50aine de minutes. Comment tout se termine pour Moumout ? Eh bien rassurez-vous, tout se termine parfaitement bien. Moumout tombe dans un trou avec ses amis. Il fait la fête avec eux dans un terrier et à la tombée de la nuit, ils décident de quitter leur terrier. Et quand ils sortent de ce terrier, Moumout s'aperçoit que sa famille l'a cherché pendant toute la journée. Et il réalise qu'il est finalement tout à fait apte à jouer à cache-cache. Pour vous proposer une conclusion un petit peu plus travaillée que celle-ci, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ? J'aimerais vous dire qu'à une heure où beaucoup d'hommes se posent des questions sur leur sens de la masculinité, j'aimerais leur répondre ceci. Tous les droits que les femmes ont acquis au cours de l'histoire, elles l'ont acquis au gré de luttes éprouvantes, de luttes difficiles. Certaines ont acquis ces droits au prix de leur vie, et aujourd'hui ces droits sont attaqués. Si vous vous demandez ce qu'est un vrai homme, j'ai une idée de réponse à vous proposer. Un vrai homme, c'est un homme qui est en alerte vis-à-vis de cela. C'est un homme qui sait que les droits des femmes ne sont absolument jamais acquis.
Amandine Clavel l'avait parfaitement bien décrit quand elle avait écrit un essai à la sortie de la crise du Covid-19. Un vrai homme, c'est un homme qui se bat pour la liberté des femmes de choisir l'homme avec qui elles ont envie de partager leur vie, une nuit, de choisir si elles veulent avoir des enfants ou non, de choisir si elles décident de faire carrière ou de s'occuper de leur famille. Un vrai homme, c'est un homme qui s'assure que les femmes soient libres, comme nous les hommes le sommes.